Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le président Denis Sassou Nguesso en visite en France, un déplacement dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Au menu de cette rencontre, la coopération entre les deux pays et les questions liées à l'environnement à l'heure où d'énormes incendies ravagent plusieurs forêts d'Afrique centrale. La campagne présidentielle officiellement lancée en Tunisie. Le vote lu se tiendra le 15 septembre. 26 candidats sont en lice pour ce scrutin qui s'annonce très indécis. Le patronat français en mission au Maroc. Une délégation du MEDEF sera sur place en octobre. Au cœur de ce déplacement, les opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Et on commence par le déplacement du président congolais Denis Sassou Nguesso en France où il doit rencontrer ce mardi le président français Emmanuel Macron à l'Elysée. Au menu des discussions, les questions climatiques. Le dirigeant congolais sera reçu en tant que président de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, actuellement en proie à de graves incendies. Corinne Comdem. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre ce mardi 3 septembre à l'Elysée à Paris son homologue français Emmanuel Macron. Rencontre qui amorcera une visite de travail de 4 jours avec au cœur des discussions l'environnement et le climat. Il y a eu une réunion justement sur la gestion du bassin du fleuve Congo qui s'est tenue à Brazzaville il y a quelques mois. Les échanges entre le président Sassou et le président Macron, c'est à la suite de cette réunion justement. Donc je crois que le président Sassou Nguesso vient consolider ce qui a été dit lors de la réunion du Brazzaville avec le président Macron. Alors que la question climatique a été au menu des échanges du dernier sommet du G7 à Biarritz, il y a un peu plus d'une semaine, la question du bassin du Congo n'en faisait pas partie. Occasion pour la France, qui se positionne en championne du climat, de rectifier le tir. En sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, le chef de l'État congolais est le porte-parole du second poumon écologique du monde après l'Amazonie. L'Amazonie qui à l'heure actuelle s'embrase de manière inquiétante. La forêt amazonienne, la France est concernée parce que la France a la plus grande frontière terrestre de la France, c'est en Guyane avec le Brésil. Mais la France aussi est concernée en Afrique centrale parce que cette forêt se trouve principalement dans 2 pays francophones, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et subsidiairement par rapport à la superficie, le Gabon, un autre pays francophone, et d'une certaine manière le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Cameroun, c'est encore un autre pays francophone. Donc le président Macron, sur ce plan, a des cartes à jouer, que ce soit en Amazonie, côté Guyane ou en Afrique centrale. D'autres sujets pourraient également être au programme de ces tête-à-tête entre les deux chefs d'État et notamment le dossier libyen. Le président Denis Sassou Nguesso qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine en Libye. En Tunisie, la campagne a officiellement débuté ce lundi pour les 26 candidats en lice pour l'élection présidentielle. 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes le 15 septembre pour ce scrutin aussi indécis que capital pour ce pays qui doit encore consolider ses acquis démocratiques. Corinne Comdem. Les 26 candidats retenus pour l'élection présidentielle tunisienne du 15 septembre ont débuté leur campagne ce lundi 2 septembre en Tunisie. Campagne qui s'achèvera le 13 septembre 2019. La liste des candidats comprend notamment le Premier ministre Youssef Chahed, l'ancien président Monsef Marzouki, le président du Parlement par intérim Abdel Fattah Mourou, l'ancien ministre de la Défense Abdelkrim Zidi et le magnat des médias actuellement incarcéré pour fraude fiscale Nabil Karoui. Les enjeux en réalité sont considérables pour la Tunisie. D'abord, il y a l'enjeu de la clarification politique. Parce qu'une élection dans un pays en crise, c'est une manière de clarifier l'avenir du pays et de fixer un cap. Aujourd'hui, la Tunisie, elle est au cœur d'interrogations très très vives. Le taux de participation a considérablement diminué dans chacun des 3 derniers scrutins présidentiels post-révolution. Le pays souffre d'une méfiance publique massive à l'égard du système politique et des partis politiques en particulier. Cette élection présidentielle anticipée est considérée selon les experts comme un test pour la jeune et fragile démocratie tunisienne après le soulèvement populaire de 2011 qui a renversé le régime Ben Ali. On assiste aujourd'hui à la guerre des égos, c'est ce qui explique ces 26 candidats. Donc les Tunisiens aujourd'hui sont dans le doute
dans l'incertitude, dans un climat très morose économiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les tendances des profils des présidentiables qui risquent de l'emporter, ce sont des gens indépendants, hors système. L'élection présidentielle initialement prévue pour novembre a été avancée à septembre à la suite du décès de l'ancien président Béji Essebsi en juillet dernier. Les résultats préliminaires du scrutin seront annoncés le 17 septembre, conformément au programme électoral établi par la haute autorité indépendante chargée des élections. Le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, va dépêcher en octobre une mission au Maroc, une mission en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc pour analyser les opportunités que renferme le domaine des énergies renouvelables, secteur dans lequel le Royaume est à la pointe. Il s'agit pour les autorités françaises et marocaines de voir les possibilités de coopération en ce qui concerne notamment les villes intelligentes. Ibayako. Le mouvement des entreprises de France jette son dévolu sur le marché marocain de l'économie verte. Premier réseau d'entrepreneurs en France, c'est sous le thème Innovation et ville durable que l'organisation se rendra en octobre 2019 au Maroc. Le but, prospecter les opportunités d'affaires disponibles dans les domaines de l'environnement et de l'énergie renouvelable. C'est un investissement sur lequel le Maroc aujourd'hui s'est engagé. Le Maroc aujourd'hui est un pays qui ne dispose pas d'énergie fossile et donc c'est un choix qui a été pertinent et aujourd'hui devient payant et devient un modèle exportable au niveau d'autres pays, notamment des pays par exemple africains qui disposent des mêmes conditions, des mêmes infrastructures pour pouvoir développer ce type d'énergie et qui peuvent avec lequel le Maroc peut travailler main dans la main dans le cadre de toutes les commissions africaines, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou d'autres sous-comités, pour pouvoir mutualiser et les aider à suivre le même chemin. Le royaume chérifien joue un rôle stratégique dans le secteur énergétique et contribue à l'expansion des énergies renouvelables sur le continent, notamment sous l'initiative du projet du désert à l'électricité, lancé par la Banque africaine de développement. Un projet qui vise à produire 10 000 MW d'énergie solaire en exploitant l'électricité provenant du soleil dans tout le Sahel. Le royaume, à travers la Macène, peut accompagner et apporter une précieuse aide technique afin d'atteindre les objectifs de ce projet. L'attractivité du Maroc est également dans la ville durable avec le projet de construction de la cité écologique de Znata au nord-est de Casablanca. La délégation du MEDEF prévoit également de visiter durant sa mission le salon Polytech Maroc consacré aux équipements, technologies et services de l'environnement. Le code informatique, la langue du XXIe siècle et à l'heure où seul 1% des élèves africains sortent de l'école avec des notions en la matière faute d'enseignement, certains, à partir de leur intérêt prononcé, parviennent à s'illustrer dans le domaine. Rencontre au Nigeria avec Basile Okpara, 9 ans, qui grâce à sa maîtrise précoce de la programmation s'est lancé dans la création de jeux vidéo. Aïssatou Diamanka-Besland. Le génie africain ne cesse d'impressionner à travers le monde. L'Afrique a ses talents. Le talent d'aujourd'hui, c'est Basile Okpara, de nationalité nigériane. À seulement 9 ans, il a déjà créé plus de 30 jeux vidéo en moins de 4 mois depuis son entrée dans un centre de codage à Lagos, la capitale. Comme la plupart des enfants de son âge, il aime jouer aux jeux vidéo. Mais Basile ne joue qu'avec les jeux qu'il a lui-même conçus. J'ai commencé à coder cette année et j'ai appris en regardant le jeu d'un camp d'entraînement. Le camp d'entraînement s'appelait Codefest et c'est pourquoi j'aime construire des jeux et parce que les jeux sont très amusants. À son actif, l'attaque à la grenouille, les joueurs défendent la terre des amphibiens, mais aussi Falling Apples, un jeu sur la cueillette des pommes, des jeux qu'il a créés grâce à une application de codage gratuit appelée Cratchutu. Son père fut le premier à l'encourager dans sa passion. Basile donne désormais des cours à d'autres enfants. Quand j'ai découvert qu'il s'intéressait à la technologie, j'étais enthousiasmé, conscient du potentiel énorme qui existe dans le secteur des technologies à travers le monde. Vous savez qu'il est très excitant de pouvoir écrire des codes, être capable de créer des objets, de programmer des robots, de programmer quelque chose qui se comporte comme vous le souhaitez. Je n'ai pas eu cette opportunité en grandissant, alors j'ai senti qu'il était important de l'aider à faire ce qu'il veut faire. De plus en plus de jeunes développeurs naissent sur le continent. L'Afrique
Une population de plus d'1 milliard d'habitants avec seulement 16% de connectivité à Internet. Les analystes se penchent sur la question. Ce secteur technologique pourrait dans les années à venir être un pilier de croissance économique et de développement, notamment pour le Nigeria. Le Malien Amane Niang est élu président de la FIBA, la Fédération internationale de basketball. Une décision à l'unanimité pour l'ancien ministre des Sports qui a également occupé le poste de vice-président de la FIBA ou encore celui de président de la Fédération malienne de basketball. Amane Niang succède à l'Argentin Horacio Muratore. Reportage signé Mokhtar Bari. La Fédération internationale de basketball association a un nouveau président. Les 156 fédérations nationales présentes au 21e congrès de la FIBA ont à l'unanimité élu un nouveau président et 13 membres au bureau central pour la période 2019-2023. Amane Niang est le tout nouveau patron du basketball mondial. Le premier clin d'œil, c'est à mes collègues de la FIBA Afrique, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. S'ils ne voulaient pas, je n'allais pas de candidat. Merci à ces braves personnes qui ont prouvé que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Amane Niang est un fin connaisseur du basketball. Il fut président de la Fédération malienne de basket de 1999 à 2007, avant d'être ministre des Sports de 2007 à 2011 et ministre de la Culture de 2011 à 2012, puis président de la FIBA Afrique et vice-président de l'instance qu'il préside désormais. Ce n'est pas une chose facile, je l'ai dit tantôt. Le plus simple, le plus facile, c'est d'être président de FIBA. Mais le plus difficile reste à venir. Parce qu'il est bon de rentrer, mais il est bon de rester et de pouvoir terminer en beauté. Notons que sous son mandat à la FIBA Afrique, Amane Niang a contribué à rehausser le niveau du basket africain avec de nouvelles compétitions comme les championnats d'Afrique de basket ou la prochaine ligue professionnelle. Les autorités maliennes ont salué cette élection. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.